Bonjour tout le monde. On a plusieurs participants qui se joignent à nous aujourd'hui. On voit qu'on est déjà une bonne cinquantaine. Alors, merci de votre intérêt. Merci d'être avec nous. Une petite conférence de l'IUPLSSS. Avant de débuter, un petit rappel des petites règles de base pour le fonctionnement. On invite les participants à garder leur micro et vidéo fermés. La présentation va être enregistrée. Elle se retrouvera sur le site de l'IUPLSSS et la chaîne YouTube de l'IUPLSSS. La période de questions ne sera pas enregistrée. Elle va être coupée ou alors elle va être coupée au montage. Les questions vont pouvoir être posées à la fin de la présentation directement ou dans le chat. Et les personnes qui interviennent verbalement au cours de la présentation, on considère que c'est comme un consentement implicite là, à ce que les interventions soient diffusées sur le web. Autrement dit, si vous prenez la parole pendant la présentation principale, là, votre intervention va être intégralement sur Internet là, dans les jours qui suivent. Si vous faites ça, ben, on considère que vous le faites en connaissance de cause. Ensuite, les personnes qui souhaitent aussi avoir une attestation pour la participation à cette activité, ben, vous pouvez en faire la demande à Frédéric Lemieux. Et aujourd'hui, on a, ouais, c'est ça, je disais, on avait déjà plusieurs personnes. Maintenant, on est rendu à presque 70. On pense qu'on pourrait même se rendre à 90, peut-être plus. Alors, maintenant, des fois, on aime bien documenter qui est avec nous. On vous invite donc à écrire si vous êtes, de quel type de personne vous êtes, donc autrement dit, peut-être votre fonction et puis l'organisation ou l'établissement auquel auquel vous appartenez. Vous pouvez écrire ça dans le chat, la conversation, pendant qu'on continue la présentation. Donc, en même temps, quand vous allez consulter le chat, vous allez voir un peu qui sont les autres participants. Comme ça, c'est quand même intéressant. On voit qui a de l'intérêt pour la question. Puis nos conférencières peuvent aussi un petit peu adapter ou anticiper à qui elles parlent. Donc, s'il y avait des personnes usagères ou citoyennes dans l'audience aussi, on vous invite à l'indiquer que c'est ça votre. Plutôt qu'écrire une profession, vous pouvez indiquer usager ou citoyen. Maintenant, quelques mots sur nos présentatrices. Nadine Larivière, elle est ergothérapeute, professeure titulaire au programme d'ergothérapie de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi chercheure à l'UPLSSS dans l'axe PG-SSS, qui est de la pratique à la gouvernance des services sociaux et de santé. Elle possède une longue expérience en milieu de pratique dans le champ de santé mentale adulte. Elle s'intéresse aux défis occupationnels de personnes avec un trouble de la personnalité limite. Actuellement, elle explore plus spécifiquement leur participation au travail. Nadine a aussi une expertise en évaluation de programme et elle s'intéresse aux pratiques probantes en réadaptation psychosociale. En ce sens, elle accompagne diverses équipes en santé œuvrant dans la région de l'Estrie. Maintenant, on a aussi Geneviève Michaud. Elle est ergothérapeute et elle travaille comme spécialiste en activité clinique pour les services de réadaptation résidentielle en santé mentale du programme de santé mentale et dépendance du CIUS de l'Estrie-CHUS. Depuis le début de sa pratique, elle s'est intéressée à la réadaptation et à la réinsertion sociale des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Et elle est également formatrice pour la version québécoise du programme Integrated Psychological Treatment, IPT. Et on a aussi Édith Doyon, qui est titulaire d'un baccalauréat en psychologie. Elle s'implique depuis plus de 22 ans à l'accompagnement, l'hébergement des adultes vivant avec un problème de santé mentale. Tout d'abord à titre de personnes ressources de type familial, RTF, et depuis 2018 en tant que personne ressource intermédiaire en réadaptation. Voilà. Alors, toutes trois, elles vont nous faire la présentation qui s'intitule Vers l'hébergement en santé mentale centré sur le rétablissement. Et je vous cède la parole.
Merci. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Nous voyons vraiment d'où vous venez, le rôle que vous jouez dans les services en santé mentale. Nous sommes vraiment très heureuses de vous partager le fruit de notre travail collaboratif à moi-même, Nadine Larivière, Geneviève Michaud et Edith Doyon, et les autres membres aussi de notre comité de recherche. Puis, c'est vraiment un projet collectif, comme vous verrez. Donc, il y a probablement aussi des personnes qui ont participé aux différentes activités que nous avons menées dans ce projet, qui sont avec nous aujourd'hui. Puis, on leur souhaite la bienvenue et nous sommes très heureuses de partager aujourd'hui une mise à jour où nous en sommes dans la réalisation de ce projet. Puis, pour les gens qui participent au projet, qui sont avec nous ce midi, on profite de l'occasion pour vous remercier de votre implication. Parce que vous allez voir, donc, c'est un projet, comme je vous disais, qui est de nature collective et vraiment co-constructive. C'est vraiment l'esprit de ce projet. Donc, je remercie Lise pour cette mise en contexte et cette introduction de nous trois. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter les résultats préliminaires d'une évaluation qui a comme cadre le modèle évaluatif, la méthode évaluative proposée par Federman. On va en parler tantôt, qui est une approche de type empowerment qu'on applique là, dans le secteur de l'hébergement en santé mentale au CHUS de l'Estrichus. Puis on regarde plus particulièrement ce qui se passe à Sherbrooke et à Granby pour des fins de faisabilité, mais avec vraiment un souhait là, que ça soit éventuellement là, territorial, tout ce genre de processus-là et d'initiatives qu'on met en place. Alors aujourd'hui, ce qu'on vous propose comme plan de match, c'est vraiment de regarder ensemble dans un premier temps l'hébergement en santé mentale en Estrie. Donc, de faire un portrait de la situation pour que tout le monde se soit plus clair de quel genre de ressources résidentielles on parle. Ensuite, on va vous mettre en contexte en vous présentant des projets préalables qui ont mené à l'étude actuelle. On va évidemment s'attarder sur notre étude actuelle avec quelques mots au départ pour vous expliquer de quoi on parle quand on parle d'évaluation de type empowerment et par la suite élaborer sur ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant dans notre première phase et dans notre seconde phase. Puis notre conclusion sera vraiment avec nos trois chapeaux, qu'est-ce que ce genre de démarche évaluative et ce projet nous inspire à chacune de nous trois avec nos rôles complémentaires. Donc, je vais commencer par vous faire un portrait de l'hébergement en santé mentale en Estrie. Donc, le territoire de l'Estrie est quand même assez grand. Il s'étend de Lac-Mégantic jusqu'à Haute-Yamaska, la Pommeraye. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui font une demande d'hébergement en santé mentale ont accès à n'importe quelle ressource d'hébergement, peu importe le RLS d'origine, d'où provient la demande. On a 274 places d'hébergement spécifiques en santé mentale pour l'Estrie. Les places sont séparées dans des ressources intermédiaires, dans des appartements supervisés, un centre d'hébergement en soins longue durée et des résidences de type familial. Puis le mécanisme d'accès à l'hébergement en santé mentale reçoit et traite environ 200 demandes par année. Comme ressources, on a 17 ressources différentes sur notre territoire qui sont séparées à Sherbrooke, Saint-Denis de Brompton, East Angus, Val-des-Sources, Granby, Waterloo, puis Sainte-Cécile de Whitton. Puis on a plus de 15 intervenants qui travaillent dans les équipes spécifiques en santé mentale. Donc, les équipes de Granby et Sherbrooke là, sont des équipes spécifiques pour l'hébergement en santé mentale.
Maintenant, je vais vous parler là, des projets préalables qui ont mené à l'étude dont on va vous parler aujourd'hui. En 2016-2017, la Direction santé mentale dépendance a entrepris des travaux en lien avec le secteur de l'hébergement santé mentale, ce qui a mené à ce que je fasse une recension des écrits en 2017 sur la réadaptation dans les ressources d'hébergement. Les buts des travaux qui étaient faits par la direction, c'était d'abord de revoir le fonctionnement du mécanisme d'accès à l'hébergement santé mentale adulte pour qu'il y ait une seule porte d'entrée pour toutes les ressources du territoire de l'Estrie. Mais aussi, il y avait un désir de la direction d'augmenter la réadaptation dans les ressources d'hébergement, puis d'uniformiser les services offerts dans les différentes ressources d'hébergement. Pour faire la recension des écrits, j'ai consulté environ 40 ouvrages, là, des articles, des livres. J'ai regardé ce qui se faisait, ce qui s'était fait en Estrie, ce qui se fait au Québec, puis ce qui se fait ailleurs dans le monde. J'ai utilisé là, différents mots-clés, réadaptation résidentielle, rétablissement, troubles mentaux graves, hébergement, ce qui a mené à une proposition de fait à la direction d'un cadre de référence pour intégrer la réadaptation psychosociale dans les ressources d'hébergement. Les grands constats de ce projet-là, c'est que les qualités désirées par les résidents, c'était d'avoir un sentiment d'appartenance à leurs ressources, un sentiment de sécurité, d'intimité, avoir un petit peu plus de contrôle dans leur hébergement. C'est sûr que le coût d'hébergement aussi est quelque chose qu'ils désirent, là, un faible coût. Avoir des opportunités de choisir les activités qu'ils font dans la ressource, une stabilité au niveau de la résidence. Les gens ne voulaient pas avoir à changer d'hébergement parce que leur objectif changeait ou leur fonctionnement changeait, puis ils voulaient des relations sociales positives à l'intérieur de la ressource. Un autre grand constat, c'est que le fait de demeurer dans un environnement offrant du soutien, mais ça diminue les journées d'hospitalisation, ça diminue les journées d'itinérance aussi. Ensuite, la vie dans la communauté est préférable à celle en institution. Donc, ça amène des meilleures habiletés fonctionnelles et sociales, une meilleure satisfaction, une meilleure qualité de vie. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à un hébergement autonome. Donc, les milieux de groupe avec de l'encadrement seraient appropriés pour satisfaire les besoins des personnes avec un trouble mental ayant des besoins plus importants. C'est la clientèle qui est visée par nos ressources d'hébergement, des gens qui ont un trouble mental grave puis qui ont des besoins plus importants. Alors, simultanément, nous faisions de notre côté, avec Geneviève près de nous, une première étude qui visait à faire un portrait de l'intégration de la vision du rétablissement. Donc, ce concept-là, quand on l'applique à l'organisation des services, donc, on voulait établir un portrait en comparant les perceptions des utilisateurs de services, des responsables de ressources et des intervenants dans tout le territoire estrien. Donc, ce que vous avez ici sur la diapo, c'est la publication finale de ce projet-là, de cette étude-là, qui est accessible en ligne gratuitement via la revue Santé mentale au Québec. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, c'est accessible, mais je vous résume encore une fois là, les grands constats pour les fins de la présentation d'aujourd'hui. Donc, dans le cadre de ce projet-là, on a rencontré 19 responsables de ressources, 30 intervenants et 25 personnes utilisatrices de services. Alors, tous ont complété le même questionnaire qui était adapté. Il est validé pour être utilisé avec ces différents acteurs-là. Et c'est le Recovery Self-Assessment. On a évidemment utilisé la version française, mais en fait, c'est un questionnaire qui évalue différentes dimensions liées au rétablissement dans les ressources d'hébergement. Et par exemple, on a comme dimension différents items qui vont porter sur le projet de vie des résidents, la participation des usagers et usagères
à la prise de décision, par exemple, dans le milieu d'hébergement. Puis, une autre dimension va être la diversité des options de traitement. Il va avoir aussi comme dimension là, les aspects de l'environnement aussi qui vont être pris en compte, par exemple. Donc, tous, comme je vous disais, remplissaient ce questionnaire-là. Je vais vous donner juste, oui, c'est correct, on peut poursuivre. Pour les intervenants, on regardait aussi de manière qualitative des aspects qu'ils voulaient commenter davantage par rapport aux codes qu'ils avaient mis là, au RSA. La même chose, on discutait des cotes avec les responsables de ressources. Tout se faisait à cette époque-là en présentiel. Donc, on était aux vieilles façons de faire, de remplir ça avec papier-crayon puis d'en discuter en présentiel par la suite. Puis, nos résidents, nos personnes utilisatrices de services remplissaient également le questionnaire suivant qui s'appelle l'échelle de satisfaction envers les domaines de la vie. Et c'est vraiment pour les personnes qui vivent en milieu d'hébergement, qui peuvent avoir connu aussi la vie en milieu plus institutionnel. Donc, on l'a intégré dans ce projet-ci. Puis, encore une fois, différentes dimensions. Et l'échelle de mesure est vraiment celle que vous voyez là, sur la diapo avec les chiffres illustrés aussi par un pictogramme là, qui illustre l'humeur par rapport à sa perception de sa satisfaction sur sa vie quotidienne, ses loisirs, le milieu en tant que tel, les relations et sa perception d'autonomie dans la réalisation d'activités de la vie quotidienne et domestique. Alors, ce qui ressortait, donc, hein, vous voyez, on a rencontré des gens partout sur le territoire estrien, 3 acteurs clés. On a souhaité recruter des proches. On n'a malheureusement pas réussi à recruter des proches, mais on avait cette intention-là aussi. Fait que notre portrait a été vraiment de comparer les 3 points de vue par rapport aux différents éléments que je vous présentais précédemment. Donc, ici, c'est ce qui fait consensus entre au moins 2 ou 3 groupes parmi les acteurs qu'on a consultés. Alors, les grandes forces au niveau de l'intégration du rétablissement dans les ressources résidentielles dans le territoire estrien, c'est vraiment, il ressortait que les environnements physiques étaient appréciés, respectueux et invitants. Au niveau de l'environnement social, plusieurs forces qui ressortaient à la fois de la part des responsables de ressources, c'est-à-dire selon le point de vue de tous là, et des employés sur place. Donc, les gens ont des attitudes qui sont accueillantes, encourageantes, qui stimulent l'espoir chez les résidents par rapport à l'atteinte de leurs objectifs puis leur processus de rétablissement. Il y avait quand même aussi par exemple, dans les éléments de vigilance, dans l'accompagnement, dans le rétablissement, il y a un processus d'autonomisation qui est valorisé, du pouvoir d'agir, de prise de contrôle sur sa vie, donc plus d'autonomie. Puis, le bémol, c'était la gestion du risque, qui était quand même tout le temps dans le décor. Là, donc, c'est la petite nuance qu'on amène. Donc, oui, c'est apprécié d'être encouragé puis d'être poussé vers le rétablissement, mais il y a un souci tout le temps derrière la tête chez certains acteurs que ça ne nuise pas à la santé des personnes. Et la troisième grande force qui ressortait, c'était vraiment aussi le travail de collaboration avec les C3S qui était apprécié. Alors, ce qui ressortait, encore une fois, de manière plus consensuelle, selon 2 ou 3 acteurs dans notre échantillon, donc c'était des pistes pour la suite des choses. Augmenter la fréquence, la quantité, puis offrir des formations sur le concept de rétablissement, puis ses implications un petit peu plus concrètes. Parce que ce qu'on a vu dans ce projet-là, c'était que vraiment la définition du rétablissement, elle était assez variable, puis
avec un degré de connaissance variable aussi par rapport à ce que ce concept-là veut dire plus précisément. Ensuite, ce qui ressortait, peu importe le milieu de vie, parce que dans ce projet-ci, il y avait des gens qui étaient en famille d'accueil, en foyer de groupe, en résidence intermédiaire, en appartement supervisé. Bien, il y avait quand même de manière assez large le souhait qu'il y ait plus d'opportunités occupationnelles dans les milieux de vie. Et puis ça pouvait varier, mais en gros, c'était avoir plus d'occasions d'avoir des responsabilités, par exemple, d'être plus impliqué dans la vie du milieu de vie. Après ça, bien, on a vu qu'il y avait quand même des différences de point de vue, puis il ressortait le besoin de clarifier les rôles et responsabilités de chacun pour bien comprendre jusqu'où l'intervenant du CLSC amène la personne dans son rétablissement, c'est quoi le rôle du responsable de ressources dans tout ça. Donc, il ressortait ça comme amélioration. Et c'est un projet qui a suivi la même méthodologie avec les mêmes outils qu'un projet similaire qui avait été effectué précédemment à Montréal. Et donc, ça nous a permis de comparer nos résultats à ceux qu'ils avaient obtenus à Montréal. Puis, ce qui ressort de manière plus générale dans nos deux régions géographiques, dans nos deux contextes, c'était d'impliquer davantage les personnes utilisatrices de services dans tout ce qui est décisionnel, organisation des services à offrir sur place là, dans les milieux et vraiment de voir à intégrer davantage des pairs aidants qui peuvent agir comme mentors, puis aussi qui sont formés, fait qui permettent d'ajouter aussi dans les milieux des personnes expertes. Alors, quand on avait présenté les résultats de ce premier projet-là, dans le cadre d'une conférence midi, comme aujourd'hui, eh bien, ça a suscité beaucoup d'intérêt des gestionnaires de la direction qui avaient un peu changé là, par rapport à quand on avait amorcé ce premier projet préalable-là, mais qui avait vraiment un intérêt de poursuivre les travaux parce que c'est notre projet préalable, à la fois la recension que Geneviève a menée et notre étude permettait vraiment de mettre la table là, pour une poursuite. Il y avait un intérêt vraiment de travailler avec nous pour continuer à regarder de plus près les améliorations à apporter, les données probantes en réadaptation psychosociale, puis faire avancer la région dans ce sens-là. Donc, notre étude actuelle vise vraiment globalement à accompagner l'implantation de pratiques centrées sur le rétablissement et la réadaptation psychosociale dans les ressources d'hébergement en santé mentale. Ça, c'est notre grand but. Alors, c'est un projet qu'on mène en deux phases. La première phase, c'est correct, Edith. Edith va poursuivre et vous raconter ce que nous avons fait durant notre première phase, mais notre première phase était vraiment une large consultation avec les différentes parties prenantes pour arriver à faire un choix de priorité. Alors, ce projet-là, on le mène depuis le début dans un groupe de recherche où on a donc une équipe avec des chercheurs, avec des chercheurs qui sont peut-être avec nous là aujourd'hui, mais on les salue au passage. Donc, des chercheurs, on a Edith qui est responsable de ressources, qui va prendre la parole dans quelques instants, et on a quelques gestionnaires qui sont, on a vu les noms apparaître là, dans le chat, donc bienvenue aussi, qui sont avec nous, soit depuis le début ou qui se sont joints en cours de route. Et on a nos personnes utilisatrices de services qui ont été avec nous dans les moments clés au départ pour préparer nos activités et ils sont impliqués, vous allez voir, là, à toutes les étapes dans ce projet-là. Notre deuxième phase, c'est que dans le fond, on a choisi une priorité. Vous allez voir ça. Puis, on est actuellement à amorcer là, l'implantation de cette priorité-là. Donc, on va vous parler de tout cela.
Comme objectif aussi, on parle d'une démarche évaluative de type empowerment. Alors, ce n'est pas banal parce qu'un des objectifs de l'approche d'empowerment, c'est vraiment, on travaille très étroitement dans toutes les étapes d'une démarche évaluative et notre souci, c'est d'accompagner tous les acteurs concernés, particulièrement les membres de notre comité là, de recherche qu'on appelle élargi, là, à s'approprier les étapes d'une démarche évaluative quand on veut mettre en place des changements qui ont une bonne envergure là, dans son secteur ou dans son organisation. Alors, justement, l'approche évaluative de type empowerment, elle a été décrite et proposée par Federman, que vous voyez ici, David Federman. Et vraiment, ça vise à soutenir les parties prenantes du début à la fin dans l'amélioration d'un service ou d'un programme. Et c'est vraiment soutenir dans toutes les étapes, planifier un changement, planifier une amélioration, mettre en œuvre cette amélioration-là et l'évaluer pour qu'on puisse atteindre nos objectifs visés, donc ce qu'on veut améliorer, ce qu'on veut changer, et mettre des conditions gagnantes pour que ça soit durable. Alors vraiment, on part du point de départ qu'il y a des enjeux, des problèmes, des défis sur le terrain. Et donc, c'est très important d'avoir un bon portrait par tous. Donc, le point de vue de tous par rapport à c'est quoi l'amélioration qu'on devrait apporter, parce qu'il y a un problème au départ. Donc, ça, c'est important que ça soit explicite et clair par toutes les parties prenantes. À travers ça, bien, comme on disait, c'est vraiment l'idée d'impliquer tout au long les personnes et de manière démocratique. Ça, c'est important. Donc, comme chercheur, on est vraiment dans l'idée qu'on est un acteur qui a ses savoirs. Les responsables de ressources ont leur savoir. Les gestionnaires ont leur savoir. Les personnes usagères ont leur savoir, puis on met ça en commun tout au long. Ça, c'est vraiment important. Et on explique la démarche évaluative tout le temps. On est transparent avec ça parce que l'idée, c'est qu'on veut que les gens s'approprient le processus également. Donc, c'est constamment dans mettre de l'avant nos connaissances, réfléchir, trouver des solutions, utiliser des actions concrètes, qu'elles soient liées à la recherche ou clinique. Puis on va voir tout cela. Et c'est quand même important pour des fins de crédibilité, de rigueur et de systématiser le tout quand c'est pertinent à prendre appui sur des données probantes pour aussi soutenir nos choix. Alors, les effets de cette approche-là, c'est vraiment que finalement, tout au long, les résultats vont être connus de tous, vont être signifiants parce qu'ils sont ancrés à partir des besoins identifiés par les parties prenantes. Fait que ça met la table pour pérenniser, parce que c'est souvent un défi quand on veut implanter une innovation, on veut implanter un changement, bien, on souhaite que ça soit durable. Alors, ça met les conditions gagnantes pour ça et concrètement, ça aide à renforcer les capacités évaluatives des parties prenantes. Un outil qui découle de l'approche de Federman, brièvement, c'est l'écaille. Et c'est un outil qu'on utilise dans le projet. Donc, on vous montre un extrait. Alors, les gestionnaires impliqués dans le projet le font à différents moments. Donc, on ne vous présentera pas les résultats aujourd'hui de ça parce qu'ils ont un autre collecte de données à faire avec l'outil. Mais l'idée, ça va être de voir leur cheminement autour de l'évaluation dans leur service. Donc, on regarde leurs connaissances sur l'évaluation, on regarde leur motivation par rapport aux démarches évaluatives, on regarde aussi dans leur contexte ce qui est favorable ou moins favorable là, à l'appropriation de démarches évaluatives. Alors, voilà pour la base et voici Edith qui vous présentera donc la phase 1.
Alors, la phase 1, le rappel des objectifs, c'est d'accompagner l'implantation de pratiques centrées sur le rétablissement et la réadaptation psychosociale dans les ressources d'hébergement en santé mentale. Plus précisément, c'est de cibler les écarts entre les meilleures pratiques soutenant le rétablissement des personnes en hébergement en santé mentale et les pratiques actuelles en Estrie. Identifier 1 à 2 priorités visant à améliorer les pratiques centrées sur le rétablissement. Il y a eu la rencontre avec le comité élargi. Lors de la première rencontre du comité élargi, les buts étaient de faire la passation de l'écaille pour l'équipe de gestion, de définir ensemble la mission et la vision du rôle de l'hébergement en santé mentale et élaborer des suggestions d'amélioration. Alors, la mission du secteur de l'hébergement en santé mentale du CIUS de l'Estrie-CHUS, c'est d'offrir une variété de milieux d'hébergement stimulants et de qualité pour des personnes avec des troubles de santé mentale afin de les éduquer, de les outiller et de leur permettre d'être dans l'action dans le but de développer leur autonomie et d'actualiser leur plein potentiel selon leur projet de vie au niveau résidentiel et communautaire. La vision, c'est d'implanter une culture cohérente de réadaptation psychosociale axée sur le rétablissement dans tous les milieux d'hébergement. Alors, rencontre en sous-groupe. Il y a eu une création de 3 sous-groupes, comme on le disait. Rencontre avec les responsables, dans le fond, le sous-groupe pour le responsable des ressources, les intervenants et les usagers. Il y a eu 14 responsables de ressources qui ont participé, 15 intervenants et 48 usagers, usagères provenant de 11 ressources différentes. Les 2 premiers sous-groupes ont été animés par les gestionnaires dans la visite du processus d'empowerment. Le 3e sous-groupe, les usagers usagères, a été animé par les chercheurs afin de respecter la confidentialité et de permettre aux usagers de s'exprimer librement. Alors, pour impliquer chaque partie prenante, des rencontres en sous-groupe ont été effectuées afin de déterminer 2 choses, les définitions du rétablissement et de la réadaptation et des pistes d'amélioration possibles. Alors, on a fait la rencontre avec les responsables de ressources et les intervenants. Le but était expliciter leur définition dans leurs mots du rétablissement et de la réadaptation. On leur a demandé « À quoi pensez-vous lorsqu'on parle de rétablissement? À quoi pensez-vous lorsqu'on parle de réadaptation? » Il y a eu une création de nuages de mots qui émanaient des réponses avec Mentimeter. Ça permettait de mettre en évidence les mots fréquemment utilisés, comme dans ce cas-ci, objectif a été mentionné à quelques reprises. Alors, les améliorations à apporter dans le secteur de l'hébergement pour les responsables de ressources et les intervenants, c'est de rehausser la formation sur le rétablissement et la réadaptation psychosociale, de développer une compréhension commune des troubles de santé mentale et de l'intervention de réadaptation, uniformiser les outils de travail, augmenter la participation dans les activités de la vie quotidienne, augmenter les opportunités d'activité dans les ressources et la communauté, améliorer la communication et la collaboration entre les intervenants, les responsables et les résidents, avoir des outils d'évaluation de la satisfaction des résidents utilisés sur une base régulière, assurer une mobilité de la clientèle, impliquer systématique, là, je ne vois pas ce qui est écrit, je suis désolée. Alors, par la suite, il y a eu la rencontre avec les usagers. Déterminer leur perception du rétablissement et de la réadaptation. On leur a demandé « À quoi pensez-vous lorsqu'on parle de rétablissement? À quoi pensez-vous lorsqu'on parle de réadaptation? » Chaque usager venait spontanément écrire sa réponse sur une grande feuille. On peut voir un peu ici des exemples de comment ça s'est passé. Alors, par la suite, on leur a demandé qu'est-ce qui pouvait être amélioré. Alors, on leur a posé la question, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans les ressources? On a fait une division en plusieurs aspects pour stimuler et structurer leurs réponses, au plan des activités, au plan de l'environnement physique, des services offerts par les professionnels de la santé et de l'implication dans la prise de décision. On a utilisé le pictogramme pour faciliter la compréhension et chaque usager venait spontanément écrire leur réponse, encore une fois, sur des grands cartons. Par la suite, on a demandé aux usagers de déterminer des améliorations qui étaient prioritaires selon eux.
Alors, on leur a demandé quelles sont les 3 améliorations qui sont les plus importantes pour vous. C'était un vote individuel de 3 améliorations. Donc, avoir davantage d'activités à la ressource, avoir davantage d'activités dans la communauté, avoir un meilleur accès aux médecins et à des services de soutien bio-psychosocial, avoir davantage d'autonomie à la ressource, avoir accès à de la formation, avoir davantage de budget pour les activités et faire davantage d'activités physiques. Par la suite, on a demandé aux usagers de déterminer ce qui était apprécié dans les ressources d'hébergement. Alors, ce qui a sorti, c'était les environnements familiales et chaleureux, l'accessibilité et les attitudes de la responsable et des intervenants, l'implication dans les choix, l'autonomie et les activités à la ressource. En synthèse, ce qui ressort des rencontres en sous-groupe, c'est que leur établissement est associé à la notion de cheminement personnel vers une intégration sociale et à l'actualisation des capacités et de son potentiel. La réadaptation est le véhicule qui accompagne le processus vers le mieux-être de la participation. Les 5 priorités, augmenter la participation dans les activités de la vie quotidienne, développer une compréhension commune et un langage commun des troubles de santé mentale et de l'intervention en réadaptation, offrir davantage d'activités de socialisation et d'expérimentation, rehausser la formation sur leur établissement et la réadaptation psychosociale, améliorer la communication et la collaboration entre les intervenants, les responsables et les résidents. Alors, suite aux rencontres en sous-groupe, une rencontre virtuelle avec toutes les parties prenantes a été effectuée. Le but était de présenter les résultats des consultations et de prendre la décision collective des 2 priorités d'action qu'on allait poursuivre à la phase 2. Alors, on leur a demandé, quelles sont les 2 améliorations les plus importantes pour vous? C'était un vote individuel en direct sur Mentimeter. Alors, comme on peut constater, les deux améliorations qui ont été retenues, c'était augmenter la participation dans les activités de la vie quotidienne et offrir davantage d'activités de socialisation et d'expérimentation. L'implantation de ces 2 améliorations prioritaires, lesquelles sont complémentaires en concordance, sera au cœur du projet de la phase 2. Donc, on est rendu à la phase 2. La phase 2 est séparée en 3 étapes. La première étape, c'est l'identification du type d'activité à ajouter dans chaque ressource et les viser. L'étape 2, c'est la conception d'activités, soutien à la mise en place, adaptation des stratégies sur mesure pour chaque ressource. Puis la 3e étape, c'est d'évaluer les retombées 3 mois après l'implantation des activités. Donc, on va vous parler aujourd'hui, on est rendu à l'étape 2 de la phase 2. C'est sûr que le projet dure depuis quand même quelques années. Là, on a été un peu ralenti avec la pandémie. Donc, pour la phase 2, on avait un petit peu moins de participants, mais quand même 7 responsables de ressources, 8 intervenants et 22 usagers qui provenaient de 5 ressources d'hébergement. Et ces personnes-là provenaient de Sherbrooke et de Granby. L'étape 1 de la phase 2, c'était de faire un sondage concernant les activités. Donc, il y a eu la création d'un sondage, puis vraiment les questions ont été établies en fonction des cibles du rétablissement. Ensuite, on voulait proposer des suggestions d'activités qui émanaient de l'équipe de gestion et des chercheurs. Et le but du sondage, c'était d'abord de répertorier c'est quoi les activités qui étaient déjà réalisées dans les ressources, de sonder l'intérêt concernant les activités proposées. On avait réfléchi déjà à des activités qui pouvaient être proposées, mais on voulait aussi recueillir des nouvelles idées d'activités. Donc, à chaque question, les gens pouvaient proposer des nouvelles activités. Puis, on voulait aussi que les gens priorisent une cible de rétablissement, puis priorisent les activités qu'ils voulaient mettre en place. Donc, comme je vous disais, les questions étaient vraiment reliées aux cibles du rétablissement. Donc, vous avez là, dans la 2e colonne là, les différentes cibles de rétablissement. Puis, c'était vraiment en fonction de différentes dimensions là, de la personne, de ses occupations, puis de son environnement.
Au niveau des différents sous-groupes, on a les intervenants et les responsables de ressources qui ont reçu un lien pour un sondage en ligne. Vous avez dans le haut de l'écran un exemple de question du sondage en ligne. Encore une fois, au niveau des usagers, des utilisateurs de services, ça s'est fait en rencontre individuelle par l'équipe de chercheurs, encore une fois, pour vraiment permettre d'adapter le contenu à la compréhension de chaque personne, mais aussi que les gens puissent se sentir libres d'identifier ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils veulent comme changement, vraiment de façon anonyme, là, séparée du reste de l'équipe. Ici, on a les résultats au niveau des responsables de ressources. Donc, la cible qui a été identifiée comme prioritaire, c'est améliorer la gestion des symptômes affectifs, cognitifs et les habiletés sociales. Puis, on voit qu'au niveau des activités prioritaires, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent d'un responsable à l'autre. Ils ont identifié sensiblement les mêmes choses. Donc, groupe de soutien, groupe d'activité physique, groupe de gestion des émotions, groupe de relaxation et gestion du stress. On a ensuite les résultats pour les intervenants qui ont participé. C'est la même cible qui a été identifiée, donc améliorer la gestion des symptômes affectifs, cognitifs et les habiletés sociales. Puis on voit que c'est sensiblement les mêmes activités prioritaires qui ont été choisies. Au niveau des usagers, c'est sûr que les gens pouvaient identifier plusieurs cibles, plusieurs activités. Nos résultats ne sont pas... les gens n'ont pas réussi à identifier là, trois cibles ou 3 activités par personne, mais on a quand même 6 personnes qui ont identifié améliorer la gestion des symptômes affectifs, cognitifs et les habiletés sociales, donc qui est la même cible que les responsables et les intervenants. Puis, il y a 5 personnes qui avaient identifié améliorer la santé globale comme cible prioritaire. Puis au niveau des activités, mais vous allez voir que ça se ressemble aussi. Groupe de gestion, de relaxation et de gestion du stress, groupe d'activité physique, groupe de soutien, groupe de gestion des émotions. Donc, au niveau de l'étape 2, de la phase 2, on a créé un sous-groupe du comité, à partir du comité élargi, on a créé un sous-groupe pour vraiment conceptualiser les activités qui allaient être mises en place, puis vraiment avoir un souci d'assurer la pérennisation de ces activités-là. Dans le sous-groupe, il y a une chercheure, une responsable de ressources, une intervenante, une gestionnaire et une spécialiste en activité clinique. À partir des résultats qu'on avait de ce qui était souhaité par les différents sous-groupes, on a opté pour choisir le programme Action contre l'inertie, qui est un programme qui a été développé par Terry Krupa et son équipe. Terry Krupa, c'est une ergothérapeute ontarienne. C'est une approche que je vais vous présenter dans les prochaines diapos, mais qui est une approche que moi, je connais bien, que j'ai déjà appliquée, qui est assez simple à utiliser. Donc, on a pensé qui en plus répondait exactement à nos objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Donc, les objectifs de l'approche Action contre l'inertie, c'est augmenter la participation des activités de la vie quotidienne, élargir le répertoire occupationnel et l'intégrer dans sa routine, puis améliorer la santé et le bien-être par l'accomplissement d'activités signifiantes. L'action contre l'inertie est divisée en 5 modules. Donc, le module 1 qui est comprendre mon horaire occupationnel, l'usage de mon temps, la répartition de mes activités. Le module 2, c'est un premier pas à apporter des petits changements rapides à l'activité. Donc, rapidement, les gens sont amenés à faire des changements, à se mettre en action. Le module 3, qui peut être mis un peu partout dans ce programme-là, c'est vraiment de l'enseignement sur différents thèmes en fonction des besoins des participants. Ça peut être sur l'activité humaine, la santé globale, les troubles mentaux graves, l'usage de substances. Le module 4, on s'attarde à réaliser des changements, mais avec plusieurs étapes, des changements à plus long terme. Finalement, le module 5, c'est soutenir, évaluer le changement dans mon degré de participation et d'engagement dans diverses activités.
Ce qui est intéressant de cette approche-là, c'est que pour chacun des modules, il y a vraiment beaucoup d'outils qui y sont associés. Donc, là, vous avez un exemple d'une ressource là, qui est associée au module 4. Donc, on a des outils pour aider à se fixer des objectifs personnels. On a des fiches de réflexion, des questions pour discussion, des fiches pour soutenir la résolution de problèmes, des étapes pour faire une planification concrète, une gradation en étapes, puis même des suggestions, là, plusieurs suggestions d'activités qui peuvent être mises en place assez facilement. Dans l'approche Action contre l'inertie, il y a une proposition pour la faire en groupe. C'est une approche qui était initialement développée pour se faire en individuel. Ce qui est proposé, c'est soit 4 séances d'un groupe ouvert ou 10 séances d'un groupe fermé. Nous, on a opté pour une formule hybride là, en 12 séances. On voulait vraiment s'assurer que les gens allaient bien profiter de l'implantation des activités, puis on voulait s'assurer vraiment d'une pérennisation de l'activité. C'est pour ça qu'on a opté pour 12 séances. Donc, on vise un groupe d'une dizaine de personnes. On veut faire un jumelage entre les résidences, donc que les gens puissent apprendre à connaître différentes personnes aussi. Des séances une fois par semaine, environ 75 à 90 minutes. Le groupe est organisé, animé et soutenu par des intervenants du CIUS avec mon soutien. On vise à débuter 2 premières cohortes à la mi-avril pour terminer là, à peu près à la fin juin. Puis après ça, probablement 1 ou 2 cohortes par la suite là, cet automne. Je vais laisser la parole à Nadine qui va vous parler plus de l'étape 3 liée à la recherche. Oui, donc on va vouloir évaluer vraiment jusqu'à quel point cette approche-là, elle est appréciée par les personnes utilisatrices de services. Donc, pour ce faire, on a choisi des questionnaires directement liés aux objectifs d'action contre l'inertie. Alors, on vise à évaluer leur degré d'engagement occupationnel, leur perception de leur équilibre de vie, leur degré de bien-être. Donc, on va faire ça dès maintenant et on va les revoir en juin pour refaire les mêmes questionnaires après qu'ils auront reçu Action contre l'inertie. Donc, on va refaire la même chose avec la cohorte de cet automne. Et pour compléter, bien, chaque participant va aussi nous dire ce qu'il a pensé de l'intervention reçue. Puis ça, on va le faire avec un questionnaire aussi développé pour les fins de notre étude. Donc, vous voyez ici un échantillon de notre outil qui s'appelle l'EMAS pour regarder l'engagement dans les activités. Alors, le suivant, c'est l'outil qu'on a retenu pour évaluer l'équilibre occupationnel. Donc, ce sont des questionnaires validés en français qui sont brefs à compléter. Puis, le vocabulaire aussi est bien pensé pour être accessible. Puis ici, ça, c'est notre échelle de bien-être qu'on va utiliser dans cette étape-là du projet. Alors, pour le questionnaire de satisfaction, donc, nos personnes utilisatrices de services vont le remplir par entrevue individuelle à la fin. Peut-être vous vous demandez comment on les rencontre. Bien, depuis le début, on s'adapte beaucoup aux conditions socio-sanitaires et on est très créatif. Ça ne nous a pas empêché de rencontrer les gens. Donc, parfois, c'est en présence, parfois, c'est en ligne, mais toujours accompagné. Donc, on verra comment on le fera, ce questionnaire-là, mais on va regarder ça avec les personnes utilisatrices de services, mais aussi, on va demander aux responsables de ressources et aux intervenants qui ont vu là, le déroulement de manière plus indirecte, mais le déroulement de l'activité dans leur milieu. Donc, on va aussi leur demander qu'est-ce qu'ils ont entendu comme son de cloche de la part de nos participants par rapport à cette intervention-là. On va vouloir recueillir cette information-là. Puis, juste pour compléter, nous, comme équipe, on va aussi faire une évaluation du processus de cette démarche-là là, de recherche. Alors, en conclusion, nous terminons toutes les trois avec ce qu'on retient du processus.
de participer à ce genre de projet de recherche évaluatif. Alors, Édith, c'est toi qui commence. Bien, dans le fond, moi, ma contribution personnelle au projet de recherche était de représenter les ressources, d'amener un portrait réaliste des usagers qui vivent dans nos milieux d'hébergement et une approche adaptée et ajustée à la clientèle. Pour les responsables de ressources, dans le fond, la recherche a permis un contact plus proche avec la direction du CIUS, des discussions, des partages d'opinions et de vécus sur ce qui se fait dans les ressources et par le fait même, on les a consultés sur ce qui pourrait être amélioré dans les ressources. Les rencontres en grand groupe avec Granby, Sherbrooke et Granby ont permis un rapprochement dans le but d'avoir une vision commune et d'unifier les pratiques sur le territoire. Puis au final, moi, ce que je retiens de ça, c'est que tout ce beau travail-là a permis d'améliorer la qualité de vie et le rétablissement dans nos ressources. Puis au final, ben, c'est les usagers qui vont en bénéficier. Ce que je retiens, c'est un type de recherche que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est sûr que de faire des rencontres sans jamais savoir qu'est-ce qui va ressortir de ça, j'ai trouvé ça intéressant. Le fait de consulter vraiment les gens à qui on s'adresse, donc les usagers, les responsables de ressources, les intervenants. Il n'y a jamais eu d'idée imposée ni par l'équipe de recherche, ni par l'équipe de gestion. Donc, c'est vraiment, tout le monde a participé à développer ce projet-là, puis on en est où on en est aujourd'hui avec les idées là, de chaque personne qui a participé. Ça a permis aussi un rapprochement. Edith parlait des ressources, mais au niveau des intervenants aussi, un rapprochement entre les équipes de Sherbrooke et de Granby. On fait maintenant des réunions, tout le monde ensemble. Puis ça a vraiment aussi permis qu'on apprenne, ceux qui ont été impliqués dans la recherche, qu'on apprenne ce processus-là. Puis, je pense que maintenant, on sent tout le monde à l'aise de poursuivre ces travaux-là, puis d'identifier des prochains objectifs, puis de continuer à s'améliorer. Et moi qui terminera, qui est une bougie d'allumage à amener une démarche avec des acteurs représentant différents volets de la vie des usagers là, qui nous préoccupe. Et puis, ben, moi, comme chercheur, c'est un processus, je veux dire, qui met tellement en valeur une des valeurs importantes de l'IUPL3S, qui est le croisement des savoirs, la mise en valeur de nos connaissances respectives et de nos expériences respectives. Tout ça est mis à profit, mis en valeur, puis utilisé dans des dosages qui vont varier pour nous aider tout le temps à avancer. C'est un processus qui est vraiment constructif tout le temps, de ne pas s'arrêter quand il y a des obstacles, mais de trouver des solutions. Puis, vraiment, cette préoccupation-là d'avoir des conditions gagnantes pour que ça soit pérenne, ça, c'est important parce qu'en recherche, quand on expérimente dans les milieux des nouvelles interventions, ben, on a toujours l'espoir que ça continue après les projets de recherche. Donc, ici, on est vraiment à plein à tout le temps penser aux conditions gagnantes pour que le tout se poursuive là, par la suite. Donc, c'est un processus qui est extrêmement riche et stimulant là, pour nous tous là, dans le projet. Alors, ça conclut notre présentation.